Bonsoir à vous tous et on continue cette série de leçons et d'entretiens avec Dr Jacques Vini qui nous parle aujourd'hui de Katmandou, du Népal. Oui, donc Jacques, comme d'habitude, d'abord on va discuter un peu ce que tu as dit la dernière fois pour passer après à quelques aussi citations aujourd'hui du Bouddha et du Tish Nathan qu'on va discuter avec toi. Et autrefois, la dernière fois, tu as dit, euh, donc il y a un jeu de ping-pong entre images et sensations. À chaque pensée, il y a une image. Ma question, on ne peut pas savoir laquelle est la première entre image et pensée et laquelle est la plus, disons, puissante. Oui, alors au fait, les images sont très proches des pensées. Là où on a étudié de façon scientifique très précisément, c'est entre quand on fait un geste et on a une image mentale du geste. Et au fait, la contraction musculaire apparaît en même temps que l'image mentale sur le cortex. C'est-à-dire qu'il y a un événement dans la profondeur du cerveau qui est diffusé en même temps vers le cortex et vers le muscle et qui arrive en même temps au cortex et au muscle. Et donc, c'est pas le cortex qui donne l'ordre directement au muscle. L'ordre est décidé en profondeur et le cortex ne fait qu'enregistrer. C'est ce que signifie cette observation. Voilà. Et entre image et pensée, quand on sait que idée, hein, qui est pratiquement synonyme de pensée, ça veut dire image en grec, donc, faire la différence entre les deux, c'est un peu couper les cheveux en quatre. Bien sûr, hein, il y a des pensées qui peuvent être des sensations, qui peuvent être, on peut penser à une musique, etc. Donc, c'est pas forcément des images, mais disons donc, quand on pense. Tu es là, Jacques? Et en général, pratiquement toujours là quand il y a la pensée. Et puis, bon, il y Je a peux ces cas reprendre, aussi. tu as été coupé, Jacques. Oui, donc l'image est en général là quand il y a la pensée. Et puis même avec des sensations ou des odeurs, on a des images qui s'associent. Hein. Donc les images sont pratiquement toujours là. Alors dans le sommeil profond, il y a peu d'images. Hein. Dans le sommeil paradoxal, il y a beaucoup d'images, un flot d'images. Mais dans le sommeil profond, il y a peu d'images, mais il semble pas qu'il y en ait pas du tout. C'est-à-dire, on a des émotions plutôt dans le sommeil profond. Et quand on se réveille et qu'on vous demande à quoi vous pensiez, ben, ces émotions s'associent à des images. Donc, c'est peut-être une reconstruction au réveil du souvenir des émotions du sommeil profond. Donc, il y a une différence là entre sommeil profond et sommeil avec rêve. Jacques, mais tu viens de dire que idée, c'est une image, ça veut dire image en grec. Donc, Oui, c'est ça. Idée, idon, c'est la racine de voir. Hein, c'est image, c'est ça et ça donnait idéologie aussi. Voilà, et c'est des gens qui ont des images dans la tête, des clichés souvent. on ne revient pas un petit peu, eh, parce que idée, normalement, c'est des mots, des paroles, les idées. Alors que chez les animaux, Alors, il n'y a pas de paroles. Euh, il y a les paroles vont avec des images, hein. On peut difficilement avoir une parole sans avoir une image qu'on veut exprimer. On voit ce qu'on veut dire, puis ensuite on le dit. Mais au début, on voit ce qu'on veut dire. Bon, on peut avoir des paroles sans image quand on récite par cœur ou automatiquement. Mais si on pense une parole, ça veut dire qu'on a une idée de ce qu'on veut dire. Avoir une idée de ce qu'on veut dire, ça veut dire avoir une image de ce qu'on veut dire. Hein, donc on retombe sur le même principe. On peut pas Et avoir une idée de ce que veut dire sans avoir une image de ce qu'on veut dire. chaque image a une sensation au niveau du corps.
Oui, alors ça, c'est le Bouddha qui insiste là-dessus. Et Bouddha Ghosa qui a écrit le chemin de la perfection, le chemin de la purification, 900 ans après le Bouddha. Il dit bien que dans la méthode du Bouddha, quand on a un problème, quelque chose, un nœud dans le mental, il faut chercher le nœud dans le corps correspondant. Et il dit, si vous trouvez pas, cherchez plus et vous trouverez. J'ai dit ça à une amie bouddhiste qui faisait pourtant la méditation depuis pas mal de temps, mais pour elle, c'était pas clair. Peut-être parce qu'elle n'avait pas fait l'aspect vipassana de méditation, mais quand on a travaillé avec Goenka, elle insiste tellement là-dessus, mais bien en lien avec la tradition bouddhiste, que effectivement, on s'aperçoit que derrière chaque image et pensée, il y a une ou des sensations. Peut y avoir aussi le même type de sensation derrière des pensées un peu différentes. Par exemple, si on sent un trait vertical à l'avant du tronc, on pourra avoir l'image d'une épée verticale, mais aussi l'image d'un tronc d'arbre, un tronc de palmier, par exemple, qui monte tout droit, ou alors l'image d'une ligne noire sur un mur blanc, ou l'image de la tour Eiffel. Voilà, tout ça, ça pourrait correspondre à une sensation à peu près verticale au milieu du tronc. C'est comme si les sensations étaient les racines des images, où les images étaient des ombres chinoises qui soient produites par la lampe des sensations. Mais bon, ou par le créneau des sensations. Hein, il y a un endroit par lequel la lumière passe, c'est la sensation du corps, et elle va se projeter en donnant une forme sur l'écran style ombre chinoise. Jacques, quand il dit que s'il y a un nœud, trouver ce nœud au niveau du corps, c'est-à-dire travailler au niveau des sensations du corps, c'est plus simple, c'est plus facile que travailler au niveau des images ou bien des idées. Oui, c'est ça, parce que les sensations du corps, on sait que c'est nous. Alors les images, on a tendance à les projeter sur les autres, c'est plus relationnel. Et donc, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et on oublie les sensations du corps. Et donc, un grand travail, la méditation, et Swami Vijayanda le disait à ceux qui voulaient l'entendre, c'est de revenir au corps. Mais et c'était pas son invention, c'était ce que le disait le Bouddha il y a déjà 25 siècles. Revenir au corps, ça évite la paranoïa déjà où on projette ce qu'on ressent sur les autres. Hein. On a tous fait l'expérience quand on a mal au ventre. Si quelqu'un passe par là, on l'attrape comme si c'était de sa faute. Hein. En fait, on projette notre douleur physique sur l'autre et malheur à lui s'il passe par là. Et donc, c'est un phénomène qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne pense, pas simplement quand on a très mal au ventre, mais même des petits malaises nous amènent à projeter sur les autres et sur les pas conscients on n'est pas juste avec les autres parce que le problème, c'est notre malaise corporel. C'est pas l'autre qui passe par là par hasard. Oui, mais pratiquement, Même le Emmanuel Kant le disait. Hein, Emmanuel Kant, il qu'est-ce qu'il disait, disait? si on a des troubles intestinaux, on pense pas bien. Il avait dit avoir l'expérience. Sa raison pure était perturbée Si par des on a mauvais des instincts. troubles intestinaux, Oui, on pense pas bien, c'est ce que disait Kant en substance. Il l'avait noté aussi. oui, D'ailleurs, il avait une vie physiquement très régulière. C'était intéressant de voir sa vie. Il prenait un bol de thé le matin et puis je pense qu'il faisait un déjeuner, mais à 3 heures, il recevait ses amis et c'était un plateau de fromage. Il recevait avec un plateau de fromage et après, il allait faire sa balade et été comme hiver, puis il y avait de la neige, l'orage, il allait oui, à toujours la faire sa même heure, à balade. la même minute même, on disait, les gens, ben, Oui, ils régleraient leur montre quand ils le voyaient passer, parce qu'il passait chaque jour à la même heure, à la même minute, c'est ça, hein, il était très tellement il était organisé. régulier. Et comme il prenait toujours le sentier dans le parc de la ville où il habitait, on a surnommé ce sentier le sentier du philosophe, hein, parce que Hein. c'était par là où Kant passait toujours. Oui, Et ça mais me fait quand il penser dit à des Swami troubles, Vivekananda. Il a été 7 ans à 8 ans, 7, 8 ans à l'Ermitage de Dolcina. Et quand on est à Dolcina, la balade principale à faire, c'est de monter 2 kilomètres à un sommet dont on a une jolie vue sur la région. Et donc même les gens qui passent 3 jours, ils vont faire cette balade. Et j'ai été très surpris quand j'en ai parlé à Swami Vijayanda et je me suis aperçu qu'il l'avait jamais faite.
Hein, il était dans son ermitage pour être dans l'ermitage et voilà, aller se balader à 2 kilomètres, ça aurait été une distraction. Il l'a Oui, pas fait. mais Jacques, une question C'était là. pas un touriste habituel. Et- Une question là. Les sensations dans le corps ne sont pas aussi diversifiées que les pensées. On peut avoir mille et une pensées et avec, je sais pas, une vingtaine qui ont la même sensation dans le corps. Alors oui, 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 hein, on le sent quand on fait le rêve éveillé. Il y a une sensation qui remonte et à partir de cette sensation, il y a une série de pensées qui viennent. Ça Oui, fait une penser au centaine calque, souvent. hein, la sensation. Ça donne comme le schéma du calque et ensuite on peut mettre des calques superposés et avec des couleurs différentes et qui correspondent à la même sensation. Mais à l'inverse, une idée peut aussi correspondre à des sensations différentes parce qu'il y a le phénomène du kaléidoscope, c'est-à-dire euh, par exemple l'image d'un cercle, on peut le sentir dans la tête, mais on peut aussi le sentir comme une sensation circulaire, mais on peut le sentir aussi dans le thorax, on peut le sentir dans le ventre, on peut le sentir dans le genou. Hein, donc, une forme, une image donnée peut correspondre à des sensations qui ont la même structure, la même forme, mais dans différentes parties du corps. Hein, on peut sentir un grand cercle sur tout le thorax ou un petit cercle juste sur le plexus solaire ou un cercle tout petit juste au niveau du bout du nez. Et voilà, à chaque fois, ce sera une sensation en cercle et donc l'image sera du cercle, mais la taille de la sensation sera différente. Donc, il y a une souplesse. Hein, il y a une souplesse. Une sensation peut donner différentes images. Une image peut correspondre à différentes sensations. Mais il y a quand même des analogies de structure. Par exemple, dans le rêve, si on voit une sensation qui est loin, ça correspondra dans le paysage du rêve, ça correspondra plutôt au pied. Et si c'est loin à droite, ça correspondra au pied droit. Si c'est loin à gauche, ça correspondra au pied gauche. Pour ça, ça marche très bien, c'est très régulier. Et si c'est plutôt près de nous, ce sera des sensations qui seront près du visage. Parce que de façon instinctive, on associe notre identité au visage. C'est pas pour rien qu'on parle la photo du visage comme photo d'identité. Donc ça se traduit dans le rêve. Ce qui est loin de nous dans la scène du rêve sera dans des sensations qui sont loin du visage. Ce qui est proche de nous sera des sensations qui sont proches du visage. Et les sensations du visage seront reliées en général à nous-mêmes, à notre identité. De toute façon, C'est d'après pour ça que c'est ma très propre important de relaxer. expérience, toutes les sensations ont des racines dans le visage lui-même. Après, ils ont comme des réflexions au niveau du corps. Mais je sens tout au Alors oui, niveau on peut même élargir. C'est comme un kaléidoscope, un hologramme, oui, c'est ça le terme exact, hologramme. C'est-à-dire ce qu'il y a dans une partie est automatiquement reflété dans les autres parties. Si par exemple on a une sensation de d'élévation au niveau du visage, ça se manifestera au niveau du front, mais au niveau du thorax, ça se manifestera au niveau des clavicules. Et au niveau du l'abdomen, ça se manifestera au niveau du plexus, mais ce sera la même élévation relativement à l'espace de départ qu'on s'est fixé, le visage, le thorax ou l'abdomen. tu peux Il y aura toujours la reprendre même le terme élévation. d'hologramme, Jacques? D'hologramme? Hologramme, oui, un hologramme, c'est quand il se passe quelque chose dans une partie de l'hologramme, ça se reflète automatiquement dans les autres parties. Comment ça s'écrit? Holo, tu sais, holos, c'est comme holistique, OK, ça veut dire entier, hologramme. et gramme, et écriture entière, c'est-à-dire quand quelque chose s'écrit dans une partie, ça s'écrit dans les autres parties. Avec double M à la fin, E, double M, Oui, E. comme télégramme, oui, et oui. OK. Hmm. Donc, il y a toujours une connexion entre une sensation dans le visage et une autre au niveau du corps. Oui, en général, quand on écoute bien son corps, les sensations précises du corps ont une projection précise sur le visage et à l'inverse, une sensation précise du visage se reflètera dans chaque partie du corps. Et ça, c'est ce qu'on voit en faisant Vipassana, quand on fait le parcours dans le corps, qu'on sent bien ça. Ben, il y a quelque chose qui est un peu, disons, équivalent en Ayurveda, mais à travers les pieds. On dit que les pieds sont connectés à toutes les parties du corps.
Et chaque Oui, mais au fait, ça marche dans tous les sens. Il y a l'auriculothérapie où on voit que l'oreille est connectée au corps comme une sorte de bébé à l'envers. Il y a les narines aussi qui ont une projection du corps. On trouve finalement ça assez souvent. Hein, et les projections du corps dans l'Ayurveda ou dans l'acupuncture ou dans la médecine occidentale sont un peu différentes. Pas complètement, mais un peu différentes. Mais chacun a remarqué des projections du corps des Oui, justement, projections par du corps exemple, sur en le pied. Ayurveda, le diagnostic le plus ancien, même qui est plus ancien que le pouls, c'est à travers la langue. Et chaque partie de la langue représente ou bien reflète un organe dans le corps. Oui, c'est la structure holographique de notre cerveau. C'est probablement lié à la structure de l'insula. Je crois que c'est l'insula postérieure qui reçoit les messages du corps et qui les redistribue. Et puis peut-être dans l'hypothalamus aussi, il y a quelque chose comme ça. Et l'idée, c'est que voilà des parties différentes du corps à un moment doivent confluer dans un même tronc. C'est pour ça qu'elles sont associées. Et de manière générale, ça marche par structure. C'est-à-dire même si les proportions sont différentes, les structures se correspondent. Par exemple, la structure de l'abdomen est plus grande que la tête, mais les mâchoires correspondront à la base de l'abdomen, le front correspondra au haut de l'abdomen, et donc la structure du visage et de la tête sera respectée dans l'abdomen. Et ça, c'est des choses qui viennent spontanément. C'est pas des projections. Quand on observe comment ça se passe spontanément, je pense que ça vient des métamères aussi. Hein, le ver de terre, il est fait uniquement de métamères, c'est-à-dire des structures analogues à chaque niveau. Et donc notre cerveau doit fonctionner par métamères, même si avec l'embryologie, l'être humain s'est différencié. Et les ostéopathes jouent là-dessus quand ils font des thérapies céphalocodales, c'est-à-dire ils soignent des problèmes du bassin à partir de la tête et ils soignent les problèmes de la tête à partir du bassin. Parce qu'il y a une correspondance réflexe entre les deux. Au niveau de l'embryon, il y avait un moment où la tête et le bassin étaient complètement symétriques. Quand l'embryon n'était qu'un haricot, le haricot était complètement symétrique. Puis ensuite, le haricot, la partie supérieure du haricot s'est développée en tant que tête. La partie inférieure du haricot s'est développée en tant que bassin. Mais on trouve quand même des liens. Hein. Le coccyx, enfin le sacrum correspond à l'occiput. Les mâchoires correspondent au fémur, la symphyse du menton à la symphyse du pubis, les branches du menton, on peut les associer aussi aux branches des mâchoires. Voilà, il y a beaucoup de Jacques, correspondances possibles. Et ces relations, disons, morphologiques, ce sont des connexions neuronales. Qu'est-ce qui fait correspondre? ben, il doit y avoir des images en miroir au niveau du cerveau et c'est là-dessus qu'est basée la réflexothérapie. Hein, des zones qui se ressemblent se correspondent et en agissant sur une zone, on agit sur toutes les zones qui se ressemblent en même temps. C'est des histoires de résonance. Ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui à mon avis correspond bien à l'expérience de méditation et sans doute à une expérience neurologique à la base, c'est que dans une boutique où on vend des verres, si on frappe un verre cylindrique, il y aura les verres cylindriques qui entreront en résonance et pas les autres. Et si on frappe un verre cubique ou à ce moment-là, il y aura les verres cubiques qui résonneront. Et un verre sphérique, ce seront les verres sphériques qui résonneront. Donc les formes qui sont analogues rentrent en résonance. Et donc c'est valable aussi au niveau anatomique des formes anatomiques qui se ressemblent rentrent en résonance. Par exemple, il y a un lien entre l'arête du nez et la colonne vertébrale, la base du nez et la base du bassin, les trous de nez et les orifices inférieurs du bas du bassin. Donc, il y a des liens réflexes entre. Et si on stimule la dent de foudre qui est au milieu de la base du septum nasal, on stimulera aussi le muladhara qui est au milieu du périnée. Et si on va de l'un à l'autre, on aura une action plus puissante parce que ça respectera les harmonies du corps et les correspondances du corps. Et en réflexothérapie, que ce soit l'acupuncture ou d'autres formes de réflexothérapie, on joue beaucoup là-dessus. Par exemple, quand on masse Roku, c'est le fond de la vallée, c'est le point qui est à la confluence du métacarpien du pouce et du métacarpien de l'index et ça fait comme le fond d'une vallée.
Roku, ça veut dire le fond de la vallée. Et ça correspond à la pince de la mâchoire. C'est comme si la mâchoire inférieure correspondait au pouce, la mâchoire supérieure à l'index. Et à ce moment-là, le fond de la pince pouce index correspond au fond de la mâchoire et au molaire. Et en acupuncture, on pique donc le fond de la vallée entre pouce et index pour soulager les douleurs des molaires. Et il Donc, faut que ce soit du on même peut côté. dire Ça marche. en Enfin, ça gros, marche mieux si c'est du même côté. Mais le côté opposé peut aussi marcher pour des raisons de dispersion de l'énergie. et on peut dire en gros, Jacques, que ce qui se ressemble, ça semble dans le corps. Tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Ce qui se ressemble, ça semble. C'est des questions de résonance, d'analogie de structure. Donc, j'ai créé un mot pour ça dans mon livre Ouvrir nos canaux d'énergie par la méditation. J'appelle ça des isomorphies, des formes analogues. Hein, c'est pas forcément Isomorphie, la même proportion, la même taille, mais c'est des structures analogues. Isomorphie, oui, morphiforme et iso-analogue. ok. Hmm. Encore une question dans ce sujet. Euh, les sensations, les nœuds au niveau du mental correspondent à des sensations de malaise en quelque sorte, pas des sensations. Ben, c'est souvent des tensions, hein, mais ça peut être bien sûr des gratouillis, ça peut être de la chaleur, euh, voilà. Et alors, mais c'est de toute façon lié à des tensions ou des détentes. Par exemple, une chaleur agréable nous détendra, trop de chaleur ou trop de froid nous tendra. Et donc, même des sensations, de température qui semblent rien avoir avec les tensions musculaires se traduisent à un moment ou un autre quand même par par des tensions musculaires. Et du coup, c'est important de se relaxer en méditation. Bon, pas s'avachir complètement, garder le dos droit, mais que tout le corps soit relaxé. À ce moment-là, les images mentales et les débuts de distraction n'ont plus de racines. C'est un peu comme si on essayait de faire tenir de l'herbe à la surface d'une rivière. L'herbe ne tiendra pas, elle sera dispersée par le courant de la rivière parce qu'elle ne peut pas s'enraciner dans l'eau. Oui, même Donc, si le on est fait bien de se fluide au niveau des relaxer. sensations, nos distractions pourront pas s'enraciner en nous et on obtiendra une liberté de conscience qu'on n'avait pas auparavant. La Mais pour ça, il faut être très relaxation est proche du corps. tellement, la relaxation est tellement importante jusqu'à un point, et j'ai lu une fois que la méditation elle-même n'a pas de sens si elle n'est pas synchronisée avec une relaxation. S'il n'y a pas de relaxation dans la méditation, comme s'il n'y aura pas Oui, d'effet. mais c'est le problème des gens qui sont trop dans les paroles positives ou dans les injections moralisantes. Ils disent des choses mais ils les sentent pas et donc ils sont pas crédibles. Et les gens autour d'eux sentent qu'ils sentent pas ce qu'ils disent et du coup ils se méfient d'eux. Et quand tu dis ils disent des choses qu'ils ne sentent pas, ils ne les sentent pas dans leur corps, c'est-à-dire? Oui, ça peut même être une cause de schizophrénie, d'après toute une école, l'école du double lien. Le parent qui est proche de l'enfant peut, sans s'en apercevoir, avoir une dissociation. C'est-à-dire, il se dit, je t'aime beaucoup, alors qu'il a son visage visiblement tordu par la colère, ou alors l'inverse. Il dit, je vais te punir, alors qu'il a un visage plein de tendresse. Et alors, ça pose problème à l'enfant quand c'est répété pendant des années, parce que il sent qu'il y a une contradiction, et du coup, il perd confiance dans ses propres sensations. Et à l'adolescence, quand il y a la poussée, la sexualité qui augmente toutes les émotions perturbatrices, à ce moment-là, il sait plus où il en est et il perd les pédales parce qu'il essaie de dénier sa sexualité en disant le contraire, comme faisaient ses parents. Donc, il est plus trop honnête avec soi-même et ça devient compliqué. Donc, c'est ce qu'on appelle le double lien. Et ça a été très étudié. Donc, je sais pas où est-ce que ça en est maintenant parce que les idées évoluent en psychiatrie. Mais quand j'avais étudié ça, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de vrai. Et en clinique aussi, on sentait ça. Hein, il y a aussi mettre les gens devant des contradictions. Donc, ils savent plus s'ils doivent se réjouir ou culpabiliser. Hein, par exemple, une mère
qui offre qui donne le choix à deux cravates, une rouge et une verte à son fils. Et s'il choisit la verte, elle devient très anxieuse et elle dit mais t'aimes pas la rouge. Et s'il choisit la rouge, elle devient très anxieuse et elle dit t'aimes pas la verte. Voilà, donc derrière un cadeau, il y a une anxiété ou une envie de déstabiliser l'enfant qui est sous-jacente. Et Et, donc ça doit être clarifié en psychothérapie parce que ça peut être la source d'une grosse déstabilisation de l'enfant. La plus grosse déstabilisation, c'est qu'il a plus confiance dans ses propres sensations. Et à ce moment-là, tous les dérapages sont possibles, le délire, mais aussi les troubles du comportement alimentaire. Hein. Il fait plus confiance à son corps quand son corps lui dit j'ai faim. Il fait plus confiance à son corps quand son corps lui dit j'ai plus faim. Et à ce de toute moment-là, ça devient façon, Jacques, compliqué. et tu as parlé de la sexualité. C'est un exemple assez frappant de ce couple, image et sensation. La sexualité, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, les sensations érotiques donnent lieu à beaucoup de fantasmes, et puis les images, Et les évidemment, à images, c'est bien l'inverse, l'inverse. pe- peuvent donner lieu à des sensations érotiques. Et donc, on est tout à fait là-dedans. Mais c'est tout le mental qui fonctionne comme ça. Hein, si on a l'image d'un citron, si on se représente un citron très précisément, on commencera à saliver comme si on avait avalé le jus de citron. Voilà, donc ça marche aussi dans Et- le et- lien image-goût, image-odeur aussi. mais avec ce couple, image et sensation au niveau de la sexualité, on a l'impression qu'il n'y a pas une grosse différence entre sexualité humaine et sexualité animale. Ben oui, de toute façon, il y a une mécanique qui est bien ancrée. Et après, bon, ben l'homme on peut même pas dire qu'il ait inventé la fidélité, parce que il y a des couples d'animaux qui sont fidèles. Hein. Les tourterelles sont célèbres pour ça. Donc même Les chez les loups animaux, on peut surtout. trouver la fidélité. C'est pas que l'être humain avec ses lois sociales Et ait les inventé loups la sont très fidélité du couple. fidèles. Oui. Euh, OK, passons à un autre sujet. Déjà, aussi autrefois, tu as dit et tu as conseillé revenir au centre, c'est-à-dire le cœur, et sentir les vibrations subtiles en méditation et même en vie quotidienne. Et ma question, quel genre de sensation à part les battements du cœur? Parce que normalement, les battements du cœur, ils sont tellement bruyants qu'ils empêchent les autres sensations. Alors, l'idée, c'est de coordonner le cœur avec d'autres choses. Et à ce moment-là, on crée une synchronisation dans le corps qui est très puissante. Donc, même Thérèse de Lisieux, hein, toute jeune, elle connaissait déjà ça. Elle disait qu'elle récitait le nom de Jésus sur les battements de cœur. Mais il n'y a pas que le nom de Jésus. Si on a une formule positive, on coordonne les syllabes à les battements de cœur, une syllabe par battement de cœur. Et ensuite, si on coordonne ça avec la respiration, c'est encore plus puissant. Et donc, vous savez, dans mes guides pratiques, il y a deux respirations qui se dégagent. La respiration de cohérence cardiaque, 4 battements de cœur sur l'inspire, un battement de cœur poumon plein, 4 battements de cœur un peu plus lent sur l'expire, et de nouveau un battement de cœur poumon vide. Donc, ça met la respiration dans une sorte de miroir de symétrie. Et tout ce qui est symétrique est apaisant. La dissymétrie nous apaise pas. Et puis sinon, il y a une synchronisation encore plus simple et directe. C'est 2 battements de cœur sur l'inspire, 2 battements de cœur sur l'expire. Quand on est très tranquille, on a très peu besoin d'oxygène, surtout si on accepte d'inspirer un peu rapidement et d'expirer un peu rapidement. On peut même faire un battement de cœur sur l'inspire, un battement de cœur sur l'expire. C'est pas impossible, mais c'est quand même plus confortable et plus naturel. 2 battements de cœur sur l'inspire, 2 battements de cœur sur l'expire. Là, on peut le garder pendant des heures. Alan Wallace disait même qu'il avait gardé cette respiration pendant une semaine quand il méditait dans une grotte dans les montagnes rocheuses aux États-Unis. Donc, j'ai vu à China aussi, on peut maintenir la respiration 2 par 2 pendant longtemps et c'est très apaisant. Et, Hein, les Chinois appellent ça la respiration embryonnaire, les taoïstes, ta xi en chinois. Et donc,
pour eux, c'est synonyme d'une intériorisation profonde. Oui, mais normalement, en méditation, c'est plutôt l'observation de la respiration. Là, tu fais une synchronisation entre respiration et battement de cœur. Oui, si tu veux, pour faire cette synchronisation avec la respiration, avec des paroles, avec des images mentales, il faut observer de très près la respiration. Donc, on s'éloigne pas tant que ça de l'observation de la respiration, mais on ajoute d'autres choses. Et en ajoutant d'autres choses, ça paraît plus compliqué, mais quand on arrive à faire le kriya, c'est-à-dire l'exercice de méditation complet, justement parce que c'est un peu compliqué, on est mieux absorbé. Hein, c'est une expérience courante qu'on peut réciter un mantra automatiquement en ayant 50 images mentales différentes dans la tête, ou alors qu'on récite une formule, qu'on se concentre sur une image mentale, mais en ayant tout un bavardage mental avec 50 paroles par derrière. Donc, avoir une parole et une image, c'est déjà un grand succès. Et quand on a une parole, une image et une sensation, c'est encore un succès au cube, si je puis dire. Mhm. Et on va beaucoup plus loin en méditation. Tenzin Palmo me le disait en entretien très clairement. Elle disait, on se rend pas compte du niveau de subtilité qu'on peut avoir quand on associe parole, image et sensation. Hein, on va beaucoup plus loin que uniquement avec une parole, uniquement avec une image ou uniquement avec une sensation. Les trois en même temps, Et parole, l'image que image. je donne souvent, c'est le trépied. Un trépied beaucoup plus solide, stable qu'un tabouret à un ou deux pieds. Mhm. Mais quand tu parles, Jacques, de vibrations subtiles au niveau du cœur, c'est quoi les vibrations subtiles, à part les battements du cœur? Jacques, Ah, Louis, oui, tu m'entends? OK. Oui, c'est bon. Oui. Je Donc, pensais que c'est le Mossad qui nous avait coupé. ma Mais ma question était, est-ce que tu m'as entendu? C'est quoi oui, oui. les sensations subtiles au niveau du cœur? Les sensations Subtiles, tu as parlé des... subtiles au niveau du cœur. Ouais. Oui, alors il y a souvent un halo d'anxiété au niveau du cœur, surtout à gauche, donc, mais peut y avoir aussi, bien sûr, d'autres sensations. L'amour émotionnel est lié au cœur à gauche, l'amour spirituel au cœur subtil à droite. Et C'est pour justement, ça que dans le livre de la sagesse, dans ouais, la Bible, on dit le cœur de l'être ordinaire est à gauche, le cœur du sage est à droite. mais ce cœur à droite, c'est pas le foie. Bah, on attend que la connexion revienne. Jacques, ouf, apparemment, docteur Jacques Vigne est disconnecté. On va l'attendre. Probablement, il reviendra. Jacques, Voilà, oui, on a été coupé, c'est bon, ça ma, reprend. ma Il y a un peu question d'orage était, ici. normalement, chez les soufis, le cœur à droite, c'est le foie, c'est l'emplacement du foie. Et même en Ayurveda, souvent, on appelle le foie que le cœur silencieux. Oui, c'est ça. Ben, au fait, dans la visualisation, c'est plutôt juste au-dessus du foie. Et effectivement, on peut se représenter le cœur subtil à droite comme une balle de lumière. Et il est silencieux parce qu'on perçoit pas de battement à cet endroit-là. Hein. C'est le Sukshma Hridaya, Hridaya cœur et Sukshma subtil. Parce que même C'est relié aussi aux... En Ayurveda, le foie est aussi important, même souvent plus important que le cœur. Et d'ailleurs, on le connaît même en médecine actuelle et moderne. Quand le foie arrête de travailler, l'individu est mort, exactement comme le Oui, cœur. ben ça c'est sûr, hein, le foie est un organe indispensable. Alors il a quand même cet avantage par rapport au cœur, c'est qu'il peut se régénérer. Et donc, des fois dans des opérations, on retire la moitié du foie, et ben ça repousse. Alors que les autres organes, non. Euh,
Ouais, justement, c'est une. Et même l'Ayurveda en parle, et la médecine moderne, que le foie peut se régénérer. On coupe, même si on a souvent un cancer de foie, on peut couper la partie cancéreuse et ça régénère. Oui, oui. OK. Et autrefois aussi, tu as dit une chose remarquable, Jacques. Tu disais souvent, le corps décide d'être malade. Il a ses propres lois. Ma question, c'est le corps qui décide ou le mental qui est le premier responsable de la maladie? Notre corps ou bien Oui, notre... alors, c'est vrai que on insiste en psychologie sur l'influence du mental sur le corps, mais le corps aussi ses lois, hein, quel que soit le mental des gens, le corps naît, et quand il naît, c'est pas le mental qui décide la naissance, c'est le corps qui décide de naître. Et puis quand on meurt pour de bon, il y a un moment où c'est le corps qui décide de partir, quoi. Voilà, mais entre les deux, oui, le mental a une certaine influence. C'est le Et corps qui décide de partir. ben oui, hein, il a ses mécaniques et il y a un moment où la mécanique s'arrête. Hein, Et le normalement, Ramana Maharshi le disait. Hein, il disait que chez le sage qui était libéré de l'identification au corps, le corps continuait avec ses lois. Et quand le corps décidait d'arrêter, c'était comme un, un ventilateur quand on coupe le courant. À ce moment-là, le ventilateur continue et fonctionner, mais il continue un petit peu avec l'inertie. Donc, entre le moment où le Jivan Mukta, une libération dans cette vie, et le moment où son corps meurt, il y a plus de, il redonne plus d'attachement au corps, mais le corps suit ses propres lois et s'il a envie de vivre, il continue à vivre. Et le Jivan Mukta, bien sûr, le laisse vivre, il cherche pas à se suicider ou à disparaître. oui, mais je me suis toujours posé cette question, Jacques. Quelle différence il y a entre la mort d'un individu normal, enfin un commun des mortels, et un sage éveillé dans la mort? Oui, alors Vijayananda en parlait et il citait la phrase de l'Upanishad Natasya Utkramati, c'est-à-dire chez celui-ci, ça ne monte pas. Le ça, c'est l'énergie. Hein, dans la mort habituelle, d'après la conception hindoue et bouddhiste tibétaine, enfin bon, bouddhiste tibétaine, c'est peut-être un peu différent. En tous les cas, chez les hindous, l'énergie monte du cœur vers le sommet de la tête et ensuite se dissout dans l'espace. Et ça, c'est la mort de la personne ordinaire, mais le sage, il est identifié avec le soi qui est dans tout l'espace. Donc, il est déjà tout l'espace et son énergie n'a pas besoin de passer par un endroit ou par un autre. Hein, il est déjà dans le soi. Il insistait beaucoup là-dessus. Ok. Quel verset de la Bible qui parle du cœur à droite, Jacques? Tu connais? C'est dans le livre de la sagesse. J'ai mis la référence exacte, je pense, dans le mariage intérieur et probablement aussi dans ouvrir nos canaux d'énergie par la méditation. Et c'est Ramana Maharshi qui en parle, n'est-ce pas? Qui C'est cite ça. Et je cite souvent ce gisant très intéressant du XVe siècle à Montjevillers. C'est une abbaye médiévale au-dessus de Saverne, 10 kilomètres au-dessus de Saverne. Et le gisant a un cylindre creux, en creux, dans le thorax à droite, donc de Jésus. Et la notice historique dit que ça servait pour mettre le Saint-Sacrement. Donc, pour les moines de l'époque qui avaient sans doute une bonne expérience intérieure, la présence réelle, c'était dans le cœur subtil à droite. C'est là où il y a la conscience réelle, le côté gauche émotionnel, mais quand on prend une distance vis-à-vis de ses émotions et qu'on développe la conscience pure, c'est plutôt le cœur subtil à droite. Et Et d'ailleurs, justement, moi, le, tu sais, Jacques, dans le, j'ai vu et j'ai remarqué chez les soufis et en arabe, on parle beaucoup du foie, le cœur à droite, alors que j'ai pas trouvé ailleurs beaucoup d'insistance, même chez les Arabes anciens de la Jahiliyyah.
Par exemple, il y a un proverbe arabe qui dit, nos enfants, c'est-à-dire nos fils, nos enfants, nos fils et filles, sont notre foi, c'est le foi. Ou bien, et toujours, au lieu de dire mon cœur, on dit mon foie, kibdi, c'est-à-dire, et ce qui nous est, Comme, oui, comme signe d'affection. oui, Ah oui, voilà, ça vient de au lieu, l'arabe. Oui, hein, oui. Parce qu'en hindi aussi, il y a ça. il Pour y a dire mon kibdi, petit tu dis il y a chéri, ils disent kibdi, yakrit c'est-à-dire mon katukra, foie. c'est-à-dire Tu ne dis morceau de mon pas à ton foie. enfant mon cœur, tu lui dis mon foie. C'est ça. C'est parce que, donc, j'en parle dans le mariage intérieur et dans Ouvrir nos canaux d'énergie. Je pense qu'ils souhaitent une relation stable avec leur enfant. Et donc, la relation stable, c'est plutôt à droite qu'à gauche. À gauche, ça varie avec les émotions. À Et droite, c'est stable. il y Et a c'est le même sens de Benjamin aussi. un Hein, le proverbe. Benjamin, Benjamin, fils de ma droite. Donc, c'est la relation stable. Et le Fils de Dieu aussi siège à la droite du Père. Donc, ça correspond au côté stable du Père. On retrouve. Et même il y a un proverbe arabe qui dit, nos enfants sont nos foies qui marchent sur terre. Oui, c'est ça, c'est parce qu'on cherche une relation stable, c'est des parties de nous-mêmes avec lesquelles on fait une relation affective stable, et la stabilité, c'est côté du foie, c'est pas du côté du cœur physique à gauche qui est trop instable, un peu lunaire, quoi, ou lunatique, avec Est-ce ses qu'il est phases, stable le contractions, foie parce détente, qu'il est etc. silencieux? Oui, parce qu'il est silencieux, parce qu'il est tranquille, parce que quand on s'absorbe dedans, on voit la lumière du soi. Et chez les certains soufis, sans doute les Naqshbandis, il y a ces latifas. Et les latifas, donc il y a Kalb, qui est le cœur à gauche, mais il y a aussi Ruh, l'esprit, qui est le cœur subtil à droite. Mhm, Et on cherche à passer du cœur ordinaire à l'esprit quand on fait la pratique spirituelle. mhm, mhm. Et aussi, autrefois, tu as Alors, appris. ils ont des centres aussi qu'il n'y a pas trop dans le yoga, enfin, ou en tous les cas pas dans le yoga. Alors, tu es toujours là, Jacques? Bah, apparemment, il n'a pas de connexion. Oui, Jacques, tu es toujours là? On va attendre une petite minute, le temps qu'il revienne. Jacques? Il va revenir. Oui, oui, on a Ouais. reconnecté. On dirait que tu joues au cache-cache avec nous. Oui, il y a encore un peu d'orage hein, dans l'air, je pense que ça doit être ça. Et j'utilise le Wi-Fi de l'hôtel, mais je pense que j'utilisais les données mobiles, ce serait pire. Je ne sais pas, mais là, ça va, hein, ça coupe 10 secondes, puis ça Et revient. tu as dit aussi une chose remarquable en citant un certain père du désert autrefois, Jacques, qui disait, les mouches n'approchent pas de la casserole quand elle bouille. Et là, en parlant de la méditation, et c'est Oui, quoi la casserole et quand elle bouille au niveau des pensées, comment faire et comment mettre en exergue, si tu veux, si c'est possible, cette parole, ce proverbe dans la méditation et dans notre vie quotidienne. Comment oui, la donc les casserole? mouches, c'est les distractions et le bouillonnement, c'est notre énergie intérieure. Et donc, quand on a beaucoup d'énergie intérieure, on n'a plus le temps pour les distractions et les distractions ne viennent plus. Et c'est intéressant que tu me cites ce proverbe parce que j'étais pour le Triduum Pascal avec le Chœur Grégorien de Paris et il y a une chanteuse qui a une bonne expérience spirituelle, je pense, doit avoir 50, 60 ans et elle a toujours été dans les choses religieuses et elle m'a cité cette phrase des Pères du désert aussi. Hein, qui l'avait touché parce que l'image est très parlante. Hein, et ça dépend du niveau d'énergie. Mananda Meyer, elle disait que quand on atteint un certain niveau d'énergie, il y a des types de pensées qui ne peuvent plus apparaître
et elle comparait ça à élever la température de l'eau pour la bouillir, et plus on élève la température de l'eau, plus les bactéries meurent. Voilà, donc c'est la Oui, même mais, idée, hein, oui, mais quand c'est on a de l'eau quoi bouillante, les pratiquement bactéries ne élever la peuvent pas vivre température de dedans. l'eau? Et pour, Ben, c'est je augmenter je son énergie littéré de intérieure, penser, augmenter l'amour pour le divin, augmenter la pure conscience, augmenter la joie, augmenter l'enthousiasme, le zèle, hein, c'est tout ça, hein, augmenter notre énergie intérieure. Et dans ces métaphores, le Bouddha fait une sorte d'hymne à la diligence. Hein, pour le bouddhisme, on évitera de parler enthousiasme parce que ça veut dire Dieu en soi. Et les bouddhistes sont pas trop du côté de Dieu, donc ni du diable d'ailleurs. Hein, ils sont plus psychologiques. Et donc, ils parlent de cette diligence qui est une qualité principale. Hein. Il dit que de même que le Bouddha est le prince à travers tous les êtres subtils, de même la diligence est la princesse des qualités. Ou de même la trace de l'éléphant est la plus grande des traces d'animaux, de même la diligence est la plus importante des vertus. la Et donc il diligence, donne, oui, c'est le zèle, hein, l'enthousiasme. euh, C'est faire les choses vite, hein, diligérer, c'est enfin c'est aussi préférer, hein, dilectio, c'est la préférence, l'amour, la passion pour quelque chose, c'est-à-dire on choisit à travers différentes choses, on choisit quelque chose. Parce que la racine de lexio, c'est le choix, et dit, c'est se détacher des choses habituelles pour faire un choix précis, c'est-à-dire donner des priorités. Ben, c'est ça le sens étymologique de diligence. Donner la priorité à quelque chose. et dernière citation de toi, la dernière fois, Jacques, tu as dit la maladie est une patience. Est-ce que tu veux, ma question, tu veux dire par là, elle enseigne la patience ou bien elle exige une certaine patience? Et la maladie comme passion Est une patience, patience. est une patience. Ouais. Oui, ben la maladie, oui, te fait développer la patience, hein. Et c'est vrai que patere, ça veut dire souffrir en latin. Donc la patience, c'est être capable de souffrir quelque chose sereinement. Donc, elle fait développer ou bien elle exige ou bien les deux une certaine patience. Ben elle développe la patience quand on la prend bien, et c'est ça. Hein, si on la prend mal, au contraire, elle développe la peur et la colère. Donc c'est à nous de choisir de bien la prendre. Euh, Dernière question aujourd'hui, ben, là, du livre du Thich Nhat Hanh, il dit, quand vous écoutez un enseignement du Dharma, laissez simplement la pluie du Dharma pénétrer la terre de votre conscience. Ne réfléchissez pas trop et écoutez sans chercher à juger ou à comparer. Donc, ma question, une simple écoute, il s'agit, on ne risque pas d'oublier quand on écoute le Dharma. Ben, c'est vrai que si on associe de trop, on peut diluer le message du Dharma. Donc, l'idée, c'est de s'imprégner. Justement, que l'image de la terre est bonne. Hein, parce qu'une terre sèche, elle est dure, mais une terre mouillée, elle devient malléable. Et donc, on doit être détendu et chercher à s'imprégner des notions du dharma pour devenir malléable. Et un esprit malléable, eh ben, on peut le perfectionner, le libérer. Et donc, c'est le travail. Hein. Donc, on peut être impressionné sans même se souvenir de ce qu'on a déjà écouté. Alors, oui, donc l'idée aussi, cette idée de terre mouillée, ça veut dire qu'il faut ressentir les choses au niveau du corps. Hein, voilà, quand on est imbibé par la sensation d'une image ou d'une parole sacrée, à ce moment-là, c'est comme si la graine rentrait dans une terre bien humide et ensuite ça pousse tout seul. Je fais juste
aller brancher Eh ben, mon attends, on a système terminé, parce que Jacques. Jacques, on a non, mais terminé. je tourne juste là. C'est 30 secondes. De toute façon, Jacques, on a, Oui, ben ça marche pas. Oui, ben on va terminer rapidement. Parce que j'arrive à la fin de ma batterie, il n'y a pas de prise ici de on 5. va donner, on va prendre 5 minutes de, ça te va? 5 minutes de, Ben euh, écoute, j'ai encore 4 minutes de batterie. Ouais, remarque, je peux continuer si besoin avec le téléphone portable. Là, j'ai de oui, la batterie, mais sur on mon va, ordinateur, j'ai plus que 4 minutes. on a terminé l'interview. On va passer à la deuxième partie, mais avec 5 minutes de repos. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, oui. Voilà, donc on reprend. Il est 7h28 là chez moi. Dans 5 minutes. D'accord?